Un des plus grands artistes français, l'un des plus grands musiciens, arrangeurs de génie, Jean-Claude Vannier, mon invité. Et c'est exceptionnel de vous recevoir, Jean-Claude Vannier, pour vous dire combien vous revoir aujourd'hui et surtout entendre avec Mike Patton ce que vous venez de faire est absolument incroyable. C'est une fleur de cadavre, c'est quoi ? Une fleur de cadavre, c'est une chanson qui s'appelle comme ça. En fait, Mike, au départ, avait été voir, je crois, une exposition de fleurs carnivores. Et comme on cherchait un titre pour le disque, il avait écrit une chanson à la suite de ça qui s'appelait Fleur de cadavre. Ouais, Feed me, comment dire, feed me, nourrissez-moi, nourrissez-moi, il disait. Et donc voilà, on l'a appelé le disque comme ça. Oui, une rencontre incroyable en 2011 lors d'un hommage à Serge Gainsbourg avec lequel vous avez fait Melody Nelson en 2011. Ouais. Vous rencontrez Mike Patton et vous vous dites on va travailler ensemble. Pas exactement. Je m'en suis profondément ennuyé à Los Angeles et on est allé à San Francisco où il habite avec mes deux filles. Et je me souviens qu'on s'est pas mal baladé dans San Francisco. On est allé à City Light Bookstore, qui est une librairie mythique, qui était l'éditeur de Jacques Kerouac et Ginsberg. Et là, j'ai acheté un bouquin de Ginsberg, qui était un hommage à la drogue et à l'homosexualité, qui s'appelle Hall. Et lui, il a acheté un bouquin de Jacques Prévert. C'est assez drôle. Et donc, dans un restaurant italien, il me dit un jour, et si on faisait un album ensemble ? Et sur le moment, j'étais pas très chaud parce que je voyais pas ce que je pourrais faire. Et puis mes filles m'ont engueulé, ils m'ont dit tu devrais quand même être un peu plus chaleureux que ça. Et puis en 2000, je sais pas combien, il y a 3 ans, il m'envoie un mail, il me dit cet album on le fait. Et là, tout d'un coup, je me suis dit c'est le moment, on le fait maintenant. Oui, regardez, ça s'appelle Chanson d'amour. Chanson d'amour, those good old tunes. Playing at 45 RPM. Chanson d'amour, always the same. Under the migraine days. Love, 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 love. Chanson d'amour, always the same. Under the migraine days. Il faut quand même parler de la voix incroyable de Mike Patton, qui est absolument sidérante. C'est pas seulement une voix, c'est un interprète qui a une énorme personnalité dans les chansons. Là, j'ai fait toutes les musiques de l'album, pratiquement, sauf une. Et à chaque fois, je lui envoyais par Internet le soir. Donc, pendant que je dormais, il travaillait dessus. Le lendemain matin, j'ouvrais mon ordinateur et je recevais un truc mais dément, quoi, comme si la chanson avait décollé. Elle s'était transformée grâce à lui. Et c'est ça qui est magnifique dans notre collaboration, c'est qu'on a apporté chacun le meilleur de soi-même. Et lui, c'est un interprète mais dément, quoi. Il a une voix exceptionnellement étendue. Il a une tessiture du tonnerre de Dieu. Je crois que c'est la 2e tessiture au monde. Il peut chanter n'importe quoi. En ce moment, il est en Italie en train de chanter des chansons napolitaines. C'est ça. Il peut faire du hard rock, Fate No More. Il peut faire absolument n'importe quoi. Oui. Je voudrais qu'on parle de ce clip aussi, Jean-Claude Vannier, parce que l'incroyable imagination visuelle qu'on voit sur ces images, ça vient d'où, ça ? Sur cette chanson-là, je ne sais pas, c'est un garçon qui s'appelle Livingstone qui a fait ça. Et en fait, je crois que ça reflète bien ce que je pense, moi, en tout cas, des chansons d'amour. C'est-à-dire que les chansons d'amour, en fait, au départ, quand j'étais môme, ça me faisait peur. J'avais horriblement peur des chansons d'amour. Et après, j'ai eu des aventures amoureuses qui étaient encore pires que les chansons. Donc, voilà. Non, bon, je ne sais pas quoi dire sur le clip. Oui, mais c'est visuellement, regardez, on est dans un univers, j'allais dire, fantastique, totalement. Et au fond, qui parle d'amour aussi. Oui, ça fait penser un peu à la comtesse Bathory, qui prenait des bains de sang dans sa baignoire. Oui. C'est ça, regardez le bain de sang, en tous les cas, chanson d'amour, Jean-Claude Vannier, Mike Patton. Always the same, under migraine's days. Chanson d'amour, chanson d'amour. Such bitter songs, all your stardust. Duty to dust, strike a blow to my heart.
C'est absolument irrésistible, hein. C'est extraordinaire. C'est gentil. Extraordinaire album qui arrive. On va entendre d'ailleurs encore quelques extraits comme ça, rien que pour le plaisir du son. Jean-Claude Vannier, comment vous composez, comment vous imaginez aujourd'hui les choses? C'est absolument... Il n'y a pas de méthode, c'est indescriptible, c'est comme ça arrive, je ne sais pas quoi vous dire. J'ai des idées, j'ai peut-être un millier d'idées qui se bousculent dans ma tête, et puis il y en a peut-être le grand majorité qui n'a exactement aucun intérêt. Ouais. Alors le tout, c'est d'attraper la bonne. Ouais, ouais. C'est tout. Et d'avoir les grands musiciens. Alors on va voir des images de l'enregistrement de ce disque. Vous travaillez avec des musiciens absolument fantastiques. Vous travaillez avec Johnny Cash, des musiciens français du groupe Magma, des gens qui viennent de tous les horizons, des deux côtés donc de l'Atlantique. Ouais. Et on vous voit là à l'œuvre pour composer comme ça, à travers ces échanges, cette musique. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, il n'y a pas de méthode, c'est instinctif. S'il y avait une méthode, ce serait chouette, tout le monde pourrait la faire. Oui, Mais- ouais, enfin, vous travaillez avec des musiciens de l'Opéra de Paris, Ah, bah, de l'autre oui. côté il y a l'orchestre symphonique. J'ai eu la chance d'avoir des amis qui sont d'extraordinaires musiciens. Et Didier Malherbe qui joue du doudouk, Léonard Lecloirec qui joue de la contrebasse. L'Orchestre Et- Philharmonique de Los Angeles. Non, pas là-dedans. Ouais. Mais il y a le string ensemble de Bécon-les-Briais. Et puis des musiciens à Los Angeles, basse, batterie et guitare, qui font fait une rythmique du tonnerre de Dieu. Voilà. Ouais. Et tout ça se mélange. Vous envoyez par mail vos textes, vous envoyez par mail vos orchestrations de Ouais. cordes. Oui, j'envoyais tout par mail. Et eux, ils ont mixé là-bas à Los Angeles. Ouais. Et donc ils mixent tout ça. Ce sont des grands, finalement des studios hein, qui font tout ça. Et ils vous renvoient tout ça et vous l'écoutez sur votre ordinateur. Exactement. Ça paraît frontière. simple, il y a une dizaine d'années, on n'aurait peut-être pas pu faire ça exactement. Mais maintenant, on a profité de l'avancée de la technologie. Puis voilà. Ouais. Ces musiciens sont là et ils jouent comme au premier jour, de la même fascination lorsque la musique que vous avez écrite, imaginée, prend corps. Pour vous, Jean-Claude Vannier. C'est-à-dire, il y a 3 stades. Il y a le stade de l'idée. L'idée qu'on écrit sur un papier, c'est déjà, ça s'abîme un peu. Après, quand on fait enregistrer par les musiciens, ça s'abîme encore un petit peu. C'est-à-dire, il y a un proverbe chinois qui dit « Le pinceau détruit les rêves du peintre ». Quand on a rêvé quelque chose, du rêve à la réalité, il y a un grand chemin. Mais j'ai toujours été extrêmement ami avec les musiciens. Quand j'étais jeune, je pensais que les musiciens n'étaient pas des hommes. Je pensais que c'était d'autres gens. Et quand j'ai compris que c'était des gens comme moi, enfin en tout cas supérieurs à moi, à mon avis, et je me suis dit, j'arriverai jamais à me faire admettre par eux. Et je les remercierai jamais assez de m'avoir admis dans leur confrérie. Vraiment, c'était un honneur pour moi que d'être admis par les musiciens. Ouais. Et souvent, ils me le rendent bien. Par exemple, j'ai reçu un coup de téléphone d'un ami musicien il y a quelques jours qui me disait « Pour Mike Patton, tu sais, ça serait chouette qu'on fasse un concert. On fasse un concert, on va le faire gratos si tu veux. » C'est super sympathique. Ouais. Vous allez jouer par exemple Corpse Flower, on va entendre ça. Ça, c'est encore un extrait donc, de cet album. Hein. Et écoutez ça, parce que on invente une sorte de musique nouvelle. Hein. Écoutez ça. Endragna, rump roast, andouillette, sanguinaccio. Voilà, ça c'est un exemple. Je voudrais qu'on entende aussi Camion. Alors, ça vient d'où ces textes-là, Jean-Claude Vannier? Celui-là, c'est une liste de mets dans un restaurant que j'avais envoyé à Mike. Il voulait des trucs anti-végétariens, quoi. Donc j'ai envoyé entrecôte, andouillette, on entend... Et ça fait un texte de chanson. Tourne-dos Rossini, tout ça. Et Camion, alors c'est vraiment pas mal, j'aime, parce que c'est une histoire d'ouvriers, de mecs qui sont sur la route, comme ça. Et alors j'ai fait une orchestration qui mime un peu les bruits du camion, avec les coups de frein, des machins comme ça. Ouais, écoutez ça, Camion. On reconnaît
bien votre style, là. Hein, Là, c'est le coup de frein. Hein Ouais. Ça, c'est le coup de frein, ouais, on reconnaît bien votre style. Alors, une autre chanson d'Album s'appelle Pink et Bleu. Alors, on va vous mélanger donc l'anglais et le français, là. Hein. Oui, c'est lui. Hein. Parce qu'en fait, au départ, la chanson s'appelait La chanson rose. Et j'avais fait les musiques et les paroles. Et il me l'a traduite en anglais. On ne savait pas trop quel titre prendre, et donc c'est lui qui a trouvé ce Pink and Blue. Ouais, et ça, alors là, écoutez l'orchestration incroyable, écoutez ça. When I drink too much, I shit my pants. Feel a little maidish, lose my marbles, singing an old love. Je sais pas vous, mais quand j'entends ça, je me dis vraiment, on a envie d'entendre tout l'album. Hein. C'est... Talking about you. Ben, c'est sa préférée à lui, parce qu'il il me dit c'est la première fois dans ma vie que je fais crooner. À sa façon. Hein. Oui, oui. Parce que les premiers mots, c'est quand même, quand j'ai un peu trop bu, j'ai la merde au cul, c'est ça les paroles. C'est ça, on ne se doute pas que c'est cru comme ça, parce que Oui, quand on entend ça, on dit c'est très romantique au contraire. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais. La musique et les paroles ne vont pas forcément... Non, mais c'est ça qui est chouette, que dans ce qu'on a fait, en tout cas, on s'entendait à merveille. Et le fait qu'on soit comme ça, on s'est envoyé peut-être 3000 mails, je ne sais plus exactement. On est devenus mais profondément amis. Quand on s'est rencontrés à Paris il y a 3-4 jours, on avait envie de se toucher pour voir qu'on existait vraiment, quoi. C'était extraordinaire. Ouais. Avec une pochette signée Kenro Izu, Ouais. artiste photographe japonais qui vit aux États-Unis. Oui, exactement. Et c'est une fleur. Hein. Une fleur, oui, un arôme, en fait. Ouais. Ben, on s'est beaucoup penché sur cette pochette, on ne savait pas trop quoi faire. J'avais envoyé des trucs, moi, de l'encyclopédie de Diderot, je ne sais plus quoi, des machins comme sur la chirurgie aussi. Et on a trouvé ce truc de Kenro Izu, il m'en a envoyé quelques-unes. Au départ, j'étais contre, puis après, je me suis laissé emballer, parce qu'il y avait vraiment des photos super sympas. Ouais, ouais. Et alors, dans ce disque, il y a un poème d'Oscar Wilde, Ouais. mis en musique. Oui, c'est moi. C'était important pour vous, parce qu'évidemment, ça s'appelle C33. Oui, C33, ça veut dire c'est de la prison où il était, là, à Joel de Reading. Et il habitait dans l'LC, au 3e étage, cellule 3. Donc j'ai pris un extrait de ce poème, la balade de la Joel de Reading, parce que c'est un plaidoyer. En fait, Oscar Wilde était jeté en prison, 2 ans de travaux forcés, pour homosexualité, ce qui aujourd'hui paraît complètement aberrant. Mais il a vécu l'horreur, quoi, des 2 ans de travaux forcés. Il a écrit ce truc que je trouve extraordinaire, ce texte vraiment magnifique, qui s'appelle La balade de la Joel de Reading. Donc, et j'ai mis en musique parce que je trouve ça sublime. Ouais. Et donc, j'avais demandé à Mike, parce qu'il avait convoqué des guitares, des machins comme ça, pour faire l'orchestration. Je lui ai dit, au début, tu dis le poème, et à un moment donné, quand ça s'arrête, tu déclenches les portes de l'enfer, que ce soit horrible. Et donc, il a fait des cris, des trucs comme ça, magnifiques. Ouais. Ce qui est fou, c'est que vous avez toujours finalement aimé que la musique représente le bruit de la vie. Oui, Hein. ben, bien sûr. C'est pas la vie, la musique, c'est le rêve. C'est pas pareil. Mais comme on est incapable d'imaginer autre chose que ce qu'on vit, on est bien obligé de prendre des choses à droite et à gauche. Par exemple, dans le camion, j'ai pris le frein pour faire le machin comme ça avec les cordes. Ouais. C'est tout. Ça vient. La musique, ça vient du bruit au départ. C'est ça, ouais. Si je montre ça, ça c'est une pochette, c'est incroyable disque devenu culte, hein, L'enfant assassin des mouches, qui lui-même contenait des bruits, des Oui. chuchotements, des souffles. Oui, j'adorais ça, parce que à l'époque où je l'ai écrit, j'étais dans un grenier, dans ma maison, et mon grenier donnait sur la cour de récré d'une maternelle. Et tous les jours, vers 10h, j'entendais les mots qui hurlaient, et je me suis dit, c'est génial. Et je les ai enregistrés, je les ai mis dans le disque, et puis à la suite de ça, ça m'a donné l'idée de mettre plein d'autres trucs. Oui, incroyable. Écoutez ça, juste pour entendre voilà, le son de Jean-Claude Vannier. C'est L'enfant assassin des mouches qui vient d'être réédité en vinyle, parce que c'est un disque qui est totalement introuvable, qui ne s'est pas vendu à l'époque. Non, je crois qu'il y avait des envois qui ont été faits à 2-3 journalistes, et puis le producteur, qui était Gérard Tournier, je crois, il a fait faillite.
Et ça s'est arrêté là. Ouais, la pochette signée, incroyable, Tony Frank. Tony Frank avec la photo magnifique. Ouais, c'est vous qui êtes tout nu sur cette plage Ouais, du Touquet. la photo a été prise en janvier au Touquet. Je peux vous dire que j'ai souffert. Oui, c'est vrai. Bah oui. Ouais. Alors, ne doutez pas que ça deviendrait culte, tout ça, Non, aujourd'hui. c'est impossible à maîtriser ce genre de truc. Si je savais ce qu'était culte, j'en ferais tous les jours. Ouais. Et alors, vous faites entendre ça à l'époque à Gainsbourg, et il vous écrit quelques... Bah, c'est-à-dire, je vais une après-midi, on se voyait pratiquement tous les jours. Je vais une après-midi chez lui. Il me dit, ça me plaît vachement. Laisse-moi juste la nuit, je vais travailler dessus et je vais trouver un commentaire. Et le lendemain, il m'appelle, j'ai trouvé. Donc je reviens chez lui. Puis il me montre ça, je trouve ça merveilleux. Un petit conte fantastique. Ouais. Et un petit peu atroce comme ça. C'est vrai. Et c'était tout Gainsbourg, c'était comme ça, cette relation avec lui. Est-ce que... Moi, j'étais très ami avec lui, donc c'est difficile à en parler parce qu'il a construit un personnage qui m'était totalement étranger. Je ne le connaissais pas. Il avait un personnage médiatique qui vivait de son côté. Moi, je ne le connaissais pas, ce personnage médiatique. Je voyais Serge en tant qu'ami, c'est tout. Oui, oui. Alors, évidemment, vous doutez bien, on va entendre quelques notes comme ça de quelque chose d'autre devenu mythique, qui ne s'est pas du tout vendu non plus, Mélodie Nelson. Absolument oui. personne n'en Oui. voulait. Non, non. Et c'est dans les années 90 que ça a commencé, alors que c'était enregistré en 75, je crois, un truc comme ça. Oui, donc vous travaillez, vous enregistrez, vous orchestrez cet album. J'ai composé pas mal de morceaux, j'ai orchestré. Oui. Et au début, il connaissait que le titre, lui. Il vous dit, ça s'appellera comme ça, Mélodie Nelson, on ne savait pas de quoi ça allait parler. On ne se connaissait pas très bien, on venait de faire une musique ensemble qui était Paris n'existe pas, je crois, sur un film de Benayoun. Et comme il était content de cette musique, il me dit, j'aimerais bien qu'on fasse un album avec vous, parce qu'au départ, on se vous voyait. J'ai dit oui, très bien. On essayait à Londres. D'ailleurs, j'étais logé à l'hôtel Cadogan, qui était le dernier hôtel où Oscar Wilde a passé la nuit avant d'aller en prison. Et Serge me dit, ça s'appellerait Mélodie Nelson. Je dis, ouais, très bien. Et so what? Il dit, j'ai que ça. Est-ce que vous avez des mélodies dans vos tiroirs? Et je lui ai donné 2-3 chansons, puis voilà. Ouais. Et après, il a lu Nabokov, il a imaginé les paroles. C'est venu bien après. C'était compliqué, ça a pris presque un an. Quand j'ai enregistré les guitares, la rythmique à Londres, on a enregistré l'orchestre de l'Opéra à Paris. Il y avait 40 cordes. Je jouais un petit peu de 3 machins. Et puis il y avait des chœurs aussi, à les Jeunesses musicales de France. Il n'y avait toujours pas de paroles, toujours rien du tout. On savait que ça s'appellerait Mélodie Nelson, mais il n'avait pas pondu le plus petit texte. Donc ça a pris 6 mois avant qu'il puisse pondre le texte. Puis ça a changé surtout. Il y a eu des versions, plusieurs versions. Oui. Beaucoup de choses. Et c'est vrai que comme ça ne marchait pas du tout, le rêve de Gainsbourg, c'était que ce soit Richard Anthony qui le chante. Il m'avait dit ce serait bien. C'est ça? Oui, ce serait bien qu'on ait un cover de Richard Anthony sur la balade de Mélodie Nelson. C'était assez drôle. Moi, je m'en foutais un peu parce que le marketing, c'est un truc qui m'est totalement étranger. Oui. Vous faites des musiques de film avec lui. Ça, c'est Les Chemins de Katmandou. Oui, c'est ressorti dernièrement parce que la bande avait été perdue. Vous aviez perdu la bande, hein? Oui, et j'ai retrouvé, c'est la fille de mon copiste qui avait une bande. Elle me dit, j'ai un truc à bout, là, dans une petite valise. Elle me l'a apporté, puis c'était ça. Les Chemins de Katmandou. Puis ça, vous dit quelque chose aussi, Cannabis. Oui, aussi, mais ça n'a pas été perdu. Non. On l'a fait ensemble aussi. Incroyable musique, culte aussi aujourd'hui, signé Gainsbourg, par vous. Qui est absolument inoubliable. Vous faites La Horse aussi, film avec Jean Gabin, musique. On n'a pas fait pas mal de films, mais alors ce que je regarde aujourd'hui, c'est que tous les trucs qu'on a fait ensemble, ils sont devenus assez connus, alors que les Américains et les Anglais, sur le plan international en tout cas, n'apprécient pas spécialement les chansons rive gauche, genre du jazz dans le ravin ou des machins comme ça. Ils n'apprécient pas non plus ce qui a été fait aux États-Unis. Parce que les Anglais détestent un peu les musiciens, il y a un truc entre eux. Donc voilà, alors j'ai la chance que les choses qu'on a fait ensemble, qu'on ait enregistrées ensemble, soient composées ensemble, soient les seuls qui passent la rampe. Quoi. Ouais. Ça passe la rampe. On va écouter encore un autre morceau. C'est une voix qu'on aime tant. L'amour en privé. C'était une musique de film aussi au départ. Oui, c'était une projection privée de Le Terrier. Et Brigitte, c'était Françoise Hardy. Françoise Hardy, je la connaissais à peine. Je lui ai fait écouter cette musique, elle n'était pas emballée. Et je lui ai dit, ce serait bien que Serge Gainsbourg fasse les paroles.
Elle n'était pas emballée non plus, parce qu'à l'époque, Serge avait une petite réputation, il n'était pas très très connu. Et je l'ai imposé, ce qui paraît aujourd'hui absolument incroyable. Et la séance s'est très mal passée, mais on a réussi à sortir ça. Ouais. Eh, écoutez, Françoise Hardy. On vous reconnaît, hein, Jean-Claude Vannier. Hein. On ne peut pas passer à côté. Hein. On Il reconnaît paraît que votre cette style. chanson Hein. a été classée dans les meilleures chansons d'amour de tous les temps, je ne sais pas quoi. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Alors une autre chanson, mais moins connue celle-là, écoutez ça. Alors une chanson, évidemment, Gainsbourg adorait faire chanter à France Gall des chansons avec un double sens. Ça vous dit quelque chose, les petits ballons? Oui, les petits ballons, oui. Ouais. Oh, c'était extraordinaire. Parce que France Gall m'avait convoqué dans un bistrot avant l'enregistrement. Elle m'a dit, Jean-Claude, j'aimerais bien savoir que vous m'expliquiez exactement ce que signifie cette chanson. Parce que souvent, les journalistes me posent des questions et je ne sais pas quoi leur répondre. Alors je lui explique, bon d'accord. Puis elle me dit, vous avez remarqué que Serge a un chien qui ressemble à un cochon. Et je lui dis, France, surtout ne le répétez à personne, c'est un cochon. Et elle m'a cru. Écoutez ça. Sensible, je me couche sans jamais fermer les yeux, sans jamais ouvrir la bouche pour te dire je t'aime, non rien ne me Ça, c'est vraiment la voix de France, magnifique. Ouais, Et les elle chantait petits bien. ballons, on comprend ce que c'est que les petits ballons, évidemment, quand c'est Gainsbourg qui en parle. Hein. Mais elle chantait vraiment bien, France. Ouais. C'est une très très bonne chanteuse. Ouais. Quel incroyable disque que ça aussi, tiens. Ah. J'ai trouvé ça. C'est encore autre chose. Non mais attendez, on vous voit là derrière, avec Brassens, Oui. chez lui. Ah, Et alors, vous orchestrez les chansons de Brassens. Certaines. Ouais. C'était pour l'anniversaire de 50 ans, je crois. Et en fait, c'était Hazan, qui est le directeur de Philips, qui me demande. Et il me dit de choisir des chansons de Brassens. J'en ai choisi une dizaine, 12, je ne sais plus. Et j'ai choisi celles qui pouvaient être orchestrées de façon à ce qu'on pouvait dire avec la musique ce qu'on n'entendait plus, puisqu'il ne chantait plus, on n'entendait pas les paroles. Donc j'ai choisi des chansons et je les ai orchestrées de telle façon à ce qu'on puisse imaginer de quoi ça parle. Ouais. Et après, je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas. Et on s'est super bien entendu. C'est un mec charmant qui jouait de l'orgue. Bizarrement, il était organiste. Et surtout, quand je suis arrivé chez lui, on a fait une séance photo qui était catastrophique parce qu'il se fait que je suis allergique aux chats. Or, chez lui, il y avait Ah oui, ça, il y en avait une partout. dizaine de chats. Et pour me mettre à l'aise, il me met des chats sur mes genoux. Et j'étais fiché comme ça. Je ne sais plus bouger. Là, on va entendre une introduction mythique, signée Jean-Claude Vannier, évidemment, que tout le monde connaît. Écoutez ça. Quand tes cheveux s'étalent Ah, comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière Et ça, évidemment, c'est Johnny. ouais. Bon souvenir, Jean-Claude Vannier. Bah, j'étais pas ami avec Que je t'aime. Oui, c'était sympa. J'étais pas ami avec Johnny, en fait. On s'est vus comme ça. Mais ce qui était drôle, c'est que l'orchestration était commandée par le directeur artistique de chez Philips, je crois. Et j'avais fini l'orchestration et puis ils m'ont invité à dîner juste la veille de l'enregistrement. Il se fait que j'avais 2 filles à la maison, que j'avais fait garder par une babysitteuse espagnole. Et elle a trouvé rien de mieux pendant que j'étais pas là que de leur donner des crayons de couleur, des marqueurs, et puis me donner mes partitions pour qu'elles s'exercent dessus. Si bien quand je suis remonté du restaurant, ma partition était totalement maculée, et illisible. Donc, je devais les envoyer au copiste. Il a fallu que je recommence tout dans la nuit. Le copiste a continué à copier mes partitions, et elles sont arrivées le lendemain matin, juste à temps pour l'enregistrement. Écoutez, ça donnait ça. C'est simple, de l'orgue. Oui. Comment on imagine ça, une chanson comme ça? Comment on la met en couleur, j'allais dire? Ben, je pensais que cette chanson, j'ai voulu pousser le côté dramatique un peu, la dramatiser d'une certaine façon, avec la batterie, la rythmique et les trompettes qui hurlent dans le suraigu comme ça. Voilà, c'était peu courant à l'époque, en tout cas.
Et on a fait plusieurs enregistrements de cette chanson. Et alors c'est drôle parce que la meilleure version était faite avec Jean Joultès, qui était un batteur formidable. Et il y avait un organiste qui s'était trompé. Donc, des années plus tard, Johnny a commandé une reversion de cette orchestration, faite par je ne sais plus qui, je me souviens. Et alors j'ai repéré que dans l'orchestration, le gars avait reproduit la même faute. Il reproduit. Oui, Ça. la même faute, il avait reproduit parce qu'il trouvait que ça bien, peut-être, je ne sais pas. C'est assez rigolo. Et donc, éternellement que je t'aime, il y aura Une fausse note. Une fausse note. Hein, voilà, c'est ça l'histoire aussi. Je voudrais qu'on entende une autre voix, mais c'est une extraordinaire voix dont on célèbre d'ailleurs l'anniversaire en ce moment. Parce que, écoutez ça, tout simplement. Vous voyez cette plume? Ah oui. Eh bien, c'est une plume d'ange. Oh, rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez encore une fois, une dernière fois, mon histoire. Incroyable Claude Nougaro. Hein, vous faites Plume d'ange avec lui, qu'on entend en ce moment. Quel souvenir que cette incroyable on s'entendait. chanson. Enfin, je ne peux pas dire une chanson, mais enfin, cette œuvre. On s'entendait merveilleusement bien. On sortait souvent ensemble, en fait. Et un jour, j'étais à la Coupole avec Gainsbourg, un restaurant à Paris. Il faisait froid, il neigeait, et Nougaro venait de se casser la jambe. Il avait une béquille, il rentre dans le restaurant, et on lui fait signe avec Gainsbourg de venir avec nous. Et là, Nougaro dit ah, mais il vient de sortir un livre sur moi, et dans mon livre, on parle de toi, dit-il à Serge Gainsbourg. Et Gainsbourg lui dit mais dans mon livre, on ne parle pas de toi. Parce que moi, je vais dans ton livre, mais toi, tu ne viens pas dans le mien. Et là, j'ai vu Claude qui est devenu vert comme une pomme, qui a pris sa béquille et qui a commencé à taper sur Gainsbourg. C'était extraordinaire. Jamais vu ça, j'étais obligé de les séparer. C'est incroyable ce souvenir-là. Ouais. Incroyable. Heureusement, ce n'est pas des cadors de la bagarre de rue. C'est vrai que vous avez commencé, Jean-Claude Vannier, en orchestrant des chanteurs arabes Oui. au lendemain de la guerre d'Algérie. C'est ça? Vous Oui, c'est étiez ça, exactement. arrangeur? Je n'étais même pas arrangeur, j'étais un petit grouillot. Je faisais des prises de son, en fait, j'arrangeais les coups, quoi. Mais on m'avait mis là parce que c'était une punition. Comme j'avais raté un enregistrement de la petite amie, une courtisane quelconque, d'un directeur artistique qui, pour lui faire plaisir, avait enregistré son disque, j'ai fichu les bonnes prises à la poubelle. Donc on m'a puni, on m'a mis aux accordéons, comme ils disent, aux accordéons. C'est-à-dire vous travaillez à la Musette, C'était, Yvette Dorner, André Verschuren, c'est ça? Exactement. Mais moi j'adore l'accordéon de toute façon. Alors j'ai encore raté un truc. Ils m'ont mis aux Arabes. Alors là, aux Arabes, c'était le trou, quoi, la prison, le truc sous terre. Là, Et j'adorais les Arabes. C'était l'orchestre d'El Jazaïr la plupart du temps. C'est un cabaret qui était proche de la place Saint-Michel. Et puis là, j'ai connu un type qui s'appelle Ashlef, qui était directeur artistique de ces musiciens chez Pathé Marconi, qui m'a dit, si tu veux, je te trouve une place de pianiste à l'hôtel Aletti à Alger. Moi, j'ai dit d'accord. Et vous êtes parti à Alger tout de suite après la guerre? Je suis parti tout de suite après la guerre. J'étais à l'hôtel Aletti. L'hôtel Aletti, je pense qu'il existe toujours. C'est un hôtel qui est juste en bas de la Casbah. J'étais le seul brun aux yeux bleus admis dans la Casbah. Et j'ai été accueilli, mais les bras ouverts par les gens d'Alger, quoi, vraiment. Et je ne jouais pas très bien du piano, c'était une horreur. Enfin bon. C'est souvenir incroyable. Je vous montre ça. Avec Brigitte. Brigitte Fontaine est folle. C'était le titre de l'album Oui. que vous faites avec elle. Vous On a fait réalisez ça avec entièrement. Olivier Bloclené. Orchestration. Et moi, oui. Oui. C'est Olivier Bloclené a écrit la plupart des musiques, j'en ai fait quelques-unes. J'ai fait toutes les orchestrations. Et c'était le seul album qu'on ait fait ensemble. Après, Oui. Elle n'était pas folle. non, pas du Pas tout. du tout. Et Bien sûr alors que non. Mais c'était un truc de directeur artistique, ça, ces appellations. C'est ni elle ni moi qui aurait pu imaginer un truc comme ça. ça, c'est devenu culte. De la même manière que vous faites Cet enfant que je t'avais fait, Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, travaillé avec Oui, Higelin. un peu. J'ai un peu travaillé, surtout sur scène, en fait. Je me souviens qu'on a fait un mini-orchestre avec Bernard Lubat, qui était un percussionniste, et on jouait au Club Saint-Germain, dans le sous-sol, avec Higelin. Mais j'ai fait peu d'enregistrements avec lui, juste celui-là, je crois. Ouais. Alors vous faites des arrangements pour la variété française, on ne pourrait pas tous les citer. Laisse-moi t'aimer de Mike Brandt. Ah oui. Ça, c'est vous encore, hein? Oui, qui a été piqué par Eminem, je crois.
Ah oui, on vous pique pas mal, hein, Oui, ah bah ça. hein. Mais quand je disais, il y a un son Vanier, quand je pensais évidemment, vous travaillez avec ces fameux chanteurs arabes, dites-vous, mais il y a quelque chose dans les cordes, il y a une inflexion orientale, il y a un truc à vous. Peut-être, alors c'est tout ce que, malheureusement, tout ce que je sais, tout ce que je ne sais pas qui est dans les orchestrations. Vous savez, j'ai appris la musique tout seul, donc j'ai mes limites. Ouais. Et C'est quand vrai que on vous a- l'avez appris par un que sais-je? Non. Oui, oui. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Un petit livre de 100 pages. Oui, sur les instruments avant. J'avais acheté ça. Et quand on a des limites, eh ben, il faut trouver, on cherche à faire marcher l'imagination, quoi. Donc c'est ça qui se passe. Ouais, ouais. Alors vous faites tous les bateaux, tous les oiseaux pour Paul Naref, vous travaillez avec Michel Jonas, vous faites plein d'artistes. Puis écoutez cette musique-là, vous allez me dire ce que vous avez fait là-dessus, parce que c'est mythique, c'est une musique de film. Alors vous allez vous-même faire des musiques de film pour Philippe Garrel, pour Michel Gondry, pour plein d'autres. Mais écoutez ça. C'est Michel Legrand, Oui, oui, qui il m'avait était demandé. 42. Alors J'étais que faites-vous sur ça? J'ai complètement repris tout ce qu'on entend est de moi, finalement, sauf la voix, parce qu'il chante l'air quand même. Et il m'avait demandé de faire une orchestration un peu gonflée, et il m'avait traité de sorcier. Alors moi, à l'époque, j'étais super flatté, parce qu'il avait quand même 20 ans de moins et 20 ans de plus de métier que moi. Et donc, on a dîné ensemble, on s'est super bien entendu. J'ai adoré, j'ai fait le messager, et puis il était 42. Oui. Faire l'orchestration. Oscar aux États-Unis, Oscar à Hollywood, Oui. était 42. Et c'est terrifiant de travailler pour Michel Legrand parce on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui vous juge sur chaque note. C'est pas comme les idiots de la variété. Et bon, finalement, il a bien aimé, donc j'étais super content. Ouais. On est restés assez amis. Et par coïncidence, il est né à Bécon-les-Bruyères comme moi. C'est complètement dingue, ça. À 20 ans de différence. Oui. Écoutez, était 42. Vous vous dites au fond, Jean-Claude Vanier, c'est immortel la musique, c'est un besoin de vie. Je sais pas si c'est immortel, mais enfin, moi, j'en ai besoin. C'est pas la même chose, c'est pas pareil en France. Je mesure avec le disque que j'ai fait avec Patton, c'est qu'aux États-Unis et en Angleterre, et sûrement en Allemagne, la musique est très présente et surtout on a un grand respect des musiciens. Par exemple, un jour je suis allé en Angleterre, j'avais un batteur dans mon disque L'Enfance de Saint-Loup, ça s'appelle Pierre Anadahan, et j'ai rencontré quelqu'un qui me dit « Vous connaissez Pierre Anadahan ?» J'ai dit « Oui ». Et vous avez joué avec lui, mais c'est incroyable, c'est un type extraordinaire. Les Anglais connaissent tous les musiciens, les mondes, etc. Et Mike Patton, c'est pareil. Ouais. On est très respectueux de ce qu'est de la musique, des instrumentistes. C'est les gens qui ont des diamants dans les mains. Et je trouve ici, ils sont complètement ignorés, quoi. Oui. La musique est ignorée en France. Mais vous, par exemple, votre passion, c'était Eric Satie au départ. Oui. C'est ça? Pas au départ, c'est toujours. Oui. J'adore Eric Satie, pour son humour d'abord, parce que c'est un type qui a un humour absolument dévastateur. Quand Ravel a été décoré de la Légion d'honneur, il a refusé. Et Eric Satie, dans un journal où il écrivait, a publié le lendemain, « Monsieur Ravel a refusé la Légion d'honneur, soit, mais toute sa musique l'appelle. » C'est d'une méchanceté effroyable. Et en même temps, avec des moyens mais très limités, il a écrit des musiques mais extraordinaires, des ambiances sensationnelles que je ne pourrais pas expliquer même. Oui, oui, mais je dirais que ça ne s'explique pas. La musique, qu'au fond, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de Melody Nelson, etc., qu'aujourd'hui on considère que c'est un chef-d'œuvre absolu, ça ne s'explique pas. Non. Vous ne l'expliquez pas vous-même. Ben, je ne vois pas pourquoi je l'expliquerais. Je l'écris, c'est déjà pas mal. Oui. Oui. Mais écoutez ça, on va se quitter avec ça, Jean-Claude Vanier, parce que c'est Mike Patton, Ah oui. c'est vous aujourd'hui, ça. Et ça continue. Et vous êtes toujours là à imaginer des sonorités, des sons. Ah, c'est une passion. Oui. C'est plus qu'une passion, non? When I drink too much. Ben, comme je vous dis, j'ai une idée, j'essaye de la concrétiser, je la mets sur le papier, et puis après, il faut trouver l'argent. Alors, trouver l'argent pour payer les musiciens. Parce que, comme je vous ai expliqué, les musiciens, il y en a beaucoup qui travaillent gratuitement pour moi, et je refuse absolument. Les musiciens doivent être payés, j'y tiens absolument. Donc, le plus compliqué, comme disait Orson Welles dans le film, c'est de trouver l'argent. C'est exactement ça. Et le plus facile, c'est d'écouter. Et le plus grand plaisir, c'est d'écouter. Peut-être. Oui, Vous c'est déjà écoutez pas. toujours de la musique chaque Il jour. y a des mauvais éditeurs, des mauvais auditeurs, vous savez, qui foutent la musique en l'air. Mais c'est pas vous, ça.
Qu'est-ce que ça vous provoque, la musique? Oh là là, une émotion extraordinaire. Quelquefois, quand j'écoutais des sopranos à l'opéra, au Théâtre des Champs-Élysées, des opéras baroques qui vont dans le suraigu, j'étais au bord de l'évanouissement, véritablement. Il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Stendhal, qui ça, une sorte d'évanouissement face à un trop-plein d'œuvres d'art. Alors quand les sopranos chantent sotto voce pendant les répétitions, elles hurlent pas, comme dans les grandes représentations. Et alors là, il y a de quoi, je suis comme ça, je tremble. Merci beaucoup, Jean-Claude Vannier. Nous, on tremble en vous entendant. C'est un nouvel album absolument formidable, hein. Incroyable. C'est Collapsed Flower. On va se quitter avec cette musique et on va vous dire merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'être ce que vous êtes depuis si longtemps, Jean-Claude Vannier. Et si rare aussi. Parce qu'on vous voit peu, on dit non, vous êtes rare. Il n'y a pas toujours les bonnes idées, et quand on a les bonnes idées, il y a des